je vous invite, si vous le désirez, à vous exprimer et à tenter votre chance pour démontrer la validité du spécisme ou... Alors, l'invalidité de l'antispécisme, malheureusement, c'est pas possible. Il faut démontrer la validité du spécisme pour démontrer que l'antispécisme est invalide, encore une fois. Ou alors à démontrer qu'effectivement, le véganisme, c'est pas pertinent et que on peut parfaitement exploiter les animaux, c'est quelque chose de logique. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent proposer peut-être des démonstrations ? Je m'attends à ce que la réponse soit non, parce qu'avec 1 heure de présentation avant pour vous démonter le truc en long, en large et en travers, et ensuite vous dire « allez, c'est qui ?» Bon, je m'attends bien à ce qu'on me dise non. Mais je suis sûr qu'au fond de vos petits cœurs et vos petits cerveaux, vous vous dites « quand même, pas une tranche de bacon !» Enfin, en tout cas, s'il y a des personnes qui ne sont pas véganes, si ça se trouve, vous êtes tous véganes, je pars dans le vide depuis le début. Mais voilà, si vous voulez le micro, c'est le moment, sinon, échelle 214. Comme tu disais, moi je pense le spécisme se justifie d'abord par justement les habitudes, le fait de ne pas avoir à penser justement à ce qu'il y a derrière, et en gros ça valide quelque part le spécisme, et les gens sont très heureux dans le spécisme grâce à ça, et en fermant justement les yeux sur ce qui se passe sur les animaux. Merci beaucoup. Alors, c'est pas une justification, c'est une explication. C'est descriptif, c'est pas prescriptif. On est en train de dire, et c'est même pas une démonstration logique. On est en train de dire que oui, les gens sont spécistes parce que c'est confortable, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils sont nés avec ça. Et oui, effectivement, les déterminants sociaux expliquent très bien pourquoi est-ce que on est spéciste. Maintenant, c'est pas un principe philosophique, ça ne justifie pas l'idéologie, ça n'est pas une démonstration. C'est juste une description causale, de causalité. Mais pour aller plus loin, si jamais quelqu'un me disait, comme tu viens de le faire, que les gens sont plus heureux en étant spécistes, ça veut dire que le critère qu'on prend pour décider de ce qui est désirable ou indésirable, c'est le fait d'être heureux. Donc, c'est la sentience, c'est le fait d'éprouver des expériences positives ou négatives, et ça serait très triste, en tout cas, ça serait indésirable, pour cette personne-là, qu'on se prive de ce plaisir. On est sur le même spectre de si c'est préférable d'être heureux, c'est pas préférable d'être malheureux. Bon, du coup, si on prend ce critère-là, il n'y a pas de raison de prendre le critère d'espèce. On n'a toujours pas démontré que c'était pertinent de prendre le critère d'espèce. Tous les êtres qui sont capables de ressentir ces expériences positives ou négatives sont de fait, sans ajouter de prémisse, inclus dans nos cercles de considération morale. Si notre but, c'est minimiser les souffrances et maximiser le bonheur, alors ça concerne toutes les entités capables de ressentir des expériences positives ou des expériences négatives. Donc en ayant dit ça juste comme ça, en fait ça valide la proposition sentientiste. Est-ce que je suis allé trop vite avec ça ? Ouais, c'était chaud ? Si jamais... Je crois pas que ça marche mieux. Je vais essayer de le refaire en plus simple. Quand on dit « c'est terrible, si les gens ne mangent plus de viande, ils vont être tristes », ce qu'on est en train de dire c'est je prends en considération la valeur négative de leurs affects. Je suis en train de dire que s'ils sont tristes, c'est pas bien. En gros, mal égale les gens sont tristes. Bien égale les gens sont heureux. Et si c'est ça le critère qu'on prend en compte, donc la sentience, le fait de vivre des choses positives ou des choses négatives, il n'y a pas de raison de mettre une frontière. Elle serait arbitraire, puisque le critère en lui-même, c'est inclure tous les êtres sentients. Il faut des prétextes, il faut des raisons supplémentaires, il faut des prémices supplémentaires pour exclure une partie de la population. Du coup, c'est plus une question parce que j'ai pas vraiment d'arguments, je les ai trouvés vachement... j'étais convaincue. Est-ce que du coup, si tout le monde avait cette philosophie et du coup cette morale, est-ce que ça va pas à un moment donné bloquer sur quelque chose autre part ? Et du coup, ça va encore créer des nouveaux problème, je sais pas si c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Ok, ouais, c'est très clair. Du coup, tu es en train de... Pardon, ça vous va si on se tutoie ? Parce que... ouais, ok. Le critère de... en gros, tu es en train de dire qu'il y a un objectif, donc en fait, tu as une prémisse normative implicite dans ce que tu viens de dire, qui est le fait d'estimer que c'est pas désirable qu'il y ait des problèmes. Donc, il faut savoir, problème, ce que ça comprend. Qu'est-ce qui te permet de qualifier qu'une chose est un problème ? Pour ma part,
Et dans une optique sentientiste, ce qui est un problème, c'est quelque chose qui va générer des souffrances, donc des expériences négatives. Est-ce que chercher à minimiser les expériences négatives des gens, ça génère des expériences négatives? Je pense pas. Parce que si jamais c'est le cas, ça veut dire qu'en fait on s'est planté par rapport à nos objectifs. Ça remet pas du tout en question l'objectif, ça remettrait en question effectivement, comme tu dis, l'application, c'est-à-dire si on cherche à le faire, est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a un problème? Bah en fait, si on cherche à le faire et que dans nos moyens, on augmente les souffrances, ça veut dire qu'on n'a pas mis en place les moyens qui servent la fin qu'on visait vraiment. Donc en fait, on est en train de se projeter dans un moyen qui serait dysfonctionnel et qui du coup n'a rien à voir avec la thèse défendue. Ça c'est clair? C'est un hors-sujet. Ouais. mais c'est un hors-sujet. C'est pas que un hors-sujet parce que c'est aussi une limite de la pratique. Mais par contre, c'est logique de se poser cette question. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, et en fait, c'est bien parce que ça me permet de faire le lien avec l'illustration. Pourquoi j'ai choisi cette illustration pour cette slide? C'est parce que c'est important de chercher les contours d'une idée, d'une philosophie, et des moyens qui permettent de la mettre en place, pour justement vérifier sa validité. Typiquement, quand je suis tout seul chez moi et que je réfléchis, je me dis ah tiens, est-ce que ce que je pense là c'est valable? Et je vais pas chercher à en éprouver la validité en cherchant à démontrer sa validité, je vais chercher à démontrer son invalidité. Enfin, je vais chercher à en voir les limites, à me dire où est-ce que c'est faux, où est-ce que ce que je pense, là, ce que je viens d'énoncer, ne fonctionne pas. Et c'est à force d'échouer en faisant le tour, en regardant si le périmètre fonctionne bien, si c'est bien cohérent, si toutes les idées se tiennent entre elles, que là je me dis ok, du coup ça m'a l'air valide. C'est pour ça que là quand j'arrive aujourd'hui et que je vous dis moi je pense que l'antispécisme c'est pertinent parce que le spécisme n'est pas pertinent, et je pense que le sentientisme c'est pertinent parce que juste en fait regardez, tout se tient, tout va d'un bout à l'autre. Autant pour le sentientisme, je peux dire oui là j'observe le lien logique, effectivement il existe, il est là, il est palpable. Autant pour le spécisme, je ne suis pas capable de vous démontrer que le lien logique, il n'existe pas. Je peux juste vous dire, voilà comment ça marche normalement un lien logique, et est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Parce que moi, je ne le trouve pas. C'est pour ça que je ne suis pas convaincu à 100% d'avoir raison sur l'antispécisme, et que je suis plus convaincu par le sentientisme que par l'antispécisme. Mais pour que je sois plus convaincu par l'antispécisme, il faut qu'on me démontre l'existence d'un lien logique entre l'espèce et le traitement. Et donc, ce que tu viens de faire, c'est exactement cette démarche donc, de doute et d'esprit critique où, en fait, tu vas évaluer la pertinence de l'idée en allant chercher où sont ses limites. Donc, pour répondre de manière beaucoup plus sérieuse et approfondie, je pense pas vraiment qu'il y ait de limite à cette idée dans son application parce que c'est un petit peu comme quand on prend en fait, n'importe quelle autre lutte pour la justice sociale et qu'on se dit « ouais, mais si on libère ces opprimés, est-ce que ça pose des problèmes, quoi ?» Est-ce que, à force de trop les libérer, finalement, on finirait pas par observer des problèmes, avoir d'autres conséquences négatives? Si notre objectif racinaire, c'est on limite les expériences négatives, alors dans ce cas-là, théoriquement, ça devrait pas se produire. C'est pas pour ça que ça peut pas arriver, mais ça sera juste qu'on se sera trompé de moyen, quoi. Après, si tu as un exemple précis en tête de quel problème pourrait arriver, je peux répondre plus précisément, peut-être. Plus par rapport au véganisme, je sais pas si c'est possible, mais la surpopulation d'animaux, des choses comme ça, je sais pas si c'est possible, mais un peu comme les humains. S'il y a trop d'animaux, est-ce qu'ils vont reprendre le pouvoir? Et ça se trouve, ça peut être un truc, est-ce qu'ils vont pas reprendre le pouvoir, se venger contre nous, ou quelque chose comme ça? Mais c'est peut-être un peu extrême, mais dans une utopie, quoi. Est-ce qu'on va se faire envahir par les animaux? En fait, c'est déjà le cas, en vrai, parce que s'il n'y avait pas l'élevage, si on ne passait pas notre temps à reproduire des millions et des milliards d'animaux, en fait, il y en aurait vachement moins. Et même si demain, en fait, on libérait tous les animaux, ça se passerait très certainement mal dans les espaces sauvages, mais en vrai, il n'y a rien qui nous dit qu'en fait, on devrait tous les relâcher dans la nature. On pourrait très bien se dire, ok, peut-être qu'on arrête de les exploiter et on arrête de les tuer, et juste on continue d'en prendre soin, comme on fait peut-être à certains endroits. Typiquement, il y a des sanctuaires qui existent, qui nous montrent que c'est possible quand même d'évoluer avec les animaux sans leur imposer une volonté délétère. Du coup, on pourrait très bien se dire, ok, eux, on arrête de les tuer. C'est juste que peut-être on va arrêter de les reproduire de force aussi. Comme ça, à la fin de cette génération-là, en fait, déjà, ils sont moins nombreux.
Le problème, c'est plutôt l'inverse. C'est est-ce que, à l'heure actuelle, on n'est pas en surpopulation d'animaux et est-ce que c'est pas en train de pomper toutes les ressources qu'on a et est-ce que du coup ça n'augmente pas les souffrances dans le monde? En plus des souffrances que ces animaux ressentent eux-mêmes. Et merci, pardon, pour la prise de parole. Vu le contexte dans lequel je suis en train de placer la discussion, ça doit être hyper dur de prendre le micro, donc vraiment merci, quoi. Bonjour. Du coup, moi, ma prise de parole, elle est un peu artificielle parce que, personnellement, je suis assez convaincue, etc. Mais en fait, comment défendre l'antispécisme dans le cadre où, dans le monde naturel et dans le monde des animaux, il y a des agressions et de la violence intra- et interespèces, il y a de la prédation, il y a le consentement, etc. Le fait qu'on estime que le critère d'espèce ne soit pas pertinent pour discriminer, ça nous permet pas de nous dire que les souffrances dans la nature sont acceptables ou pas acceptables. Si on se met à l'échelle des individus, on a un individu qui est capable de souffrir et d'éprouver des expériences positives ou des expériences négatives, des expériences positives. Est-ce que intrinsèquement, en soi, c'est désirable? Est-ce qu'on préfère dans l'absolu que cet individu il souffre pas et qu'il vive des expériences positives? Si de base, sans savoir quel individu c'est, on estime que oui, c'est préférable, bah du coup en fait, peu importe l'individu qu'on va prendre derrière, à la limite c'est notre spécisme qui nous rattrape pour nous dire que non, il y a des animaux quand même qu'on peut négliger, il y a des êtres sentients qu'on peut négliger. Leur expérience à eux, leur intérêt à ne pas souffrir, c'est exactement le même. Je suis pas en train de dire que tout le monde ressent la même chose, je suis en train de dire que à partir du moment où on est capable de souffrir, on a le même intérêt à ne pas souffrir que n'importe quelle autre entité qui a des intérêts à ne pas souffrir. À souffrance égale, on a tous le même intérêt à ne pas ressentir cette souffrance. Du coup, est-ce qu'il faut condamner les souffrances dans la nature? Oui, je pense. Parce que moi, je suis scientiste et que j'estime que ces souffrances sont indésirables. Est-ce qu'on peut faire autrement pour l'instant? Je crois. Donc, là aussi, on a une limite de la pratique, c'est-à-dire que oui, dans l'idée, moi, j'aimerais bien qu'on puisse dire, bon, alors la prédation, on arrête, les maladies, on arrête, les animaux qui restent piégés, qui se cassent des pattes, etc., on arrête. Sauf qu'en fait, on n'a juste pas les moyens de le faire. Mais savoir que c'est ça qui serait une direction intéressante, que c'est ça ce qu'on espère, in fine, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de prendre des décisions qui nous permettent d'aller vers ce monde-là pour, je sais pas, peut-être dans 10 000 ans, quoi. Mais c'est la même chose que pour les sociétés humaines. Peut-être que si on supprime aujourd'hui tous les rapports de domination entre humains, il y a des populations entières qui vont mourir de faim, j'en sais rien. Hein. Je me dis peut-être que c'est possible, j'y crois pas du tout, mais peut-être que c'est possible. Et du coup, est-ce que ça fait que malgré tout supprimer les souffrances, ça serait pas désirable? Bah si, puisqu'en fait c'est encore avec le même critère qu'on est en train de juger ce qui est désirable ou ce qui est pas désirable. C'est est-ce que ça fait souffrir, est-ce que ça fait pas souffrir. Si demain on se dit qu'il y a des conséquences négatives au fait d'empêcher les animaux de se prédater, si on se dit bah oui il y a de la souffrance et elle est pas désirable, mais si on intervient, bah en fait ça entraîne plus de souffrance, bah en fait on utilise encore le même critère. Notre but, ça reste encore de minimiser les souffrances. C'est juste que on peut pas faire mieux au-delà d'un certain stade. Est-ce que j'ai pas saisi l'argument, mais ça ressemblait à peu près à ce que je peux entendre sur Twitter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des propositions, d'autres propositions qui peut-être, veulent tester la validité du spécimen? Est-ce que je pars en freestyle de mon côté avec mon top 10 des arguments préférés? Ou alors est-ce que, on s'arrête là? J'ai aucune idée de leur qu'il est, de combien de temps ça fait que je parle. Je peux parler comme ça si. C'est pas moi qui avait dit cette idée, mais c'était un ami à moi. Et il m'a dit, est-ce que si on arrivait à créer des animaux sans conscience, donc du coup, le spécisme, ça se base vraiment sur la souffrance, du coup. Est-ce que du coup, si on crée juste des animaux vraiment pour les manger, qui souffrent pas, est-ce que du coup, c'est acceptable? On va dire, du coup, parce que ça rentre dans le spécisme, du coup. Du coup, ça t'a décidé de le garder pour la fin. Alors, on a combien de temps derrière? Est-ce que j'ai du temps pour une autre conférence? Parce que là, en fait, il faudrait parler de ce que c'est vraiment le spécisme. Parce que là, tel que j'ai présenté le spécisme, c'est extrêmement sommaire. Et il y a en fait beaucoup d'idéologies en amont. Il y a notamment ce que Valérie Giroud appelle le spécisme pur ou le spécisme attributif.
Le spécisme pur, c'est estimer que l'espèce est un critère effectivement en soi pour discriminer. On va estimer que les humains sont supérieurs par essence. C'est un suprémacisme humain par essence. Les humains sont supérieurs, point. Et le spécisme attributif, c'est estimer que les humains sont supérieurs parce que il y a des critères sur lesquels on est meilleur que les animaux et du coup, ça fait que nos intérêts comptent plus. Par exemple, le spécisme attributif, ça serait les autres animaux ne sont pas capables de lancer des fusées dans l'espace, c'est bien la preuve qu'on peut les manger. Ouais, je sais, je le présente d'une manière à ce qu'on voit direct que ça c'est pas cohérent, mais bon, globalement c'est ça, c'est le critère qu'on prend en fait, a rien à voir encore une fois avec le traitement. Donc l'espèce en soi, pour revenir à ce que tu dis, c'est effectivement ça serait spéciste de se dire qu'il y a certains individus qu'on pourrait désentientiser pour du coup les exploiter, mais en fait leur exploitation aurait aucune conséquence négative. En tout cas en l'état. C'est-à-dire que si on s'arrête juste à ce que tu viens de dire, on prend un être sentient, on le désentientise, il n'a jamais eu de sentience, et du coup on va en tirer parti. En fait c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos potagers, quoi. Ça pose pas de problème, parce qu'il n'y a pas de souffrance. Est-ce que c'est du spécisme? Si on le fait seulement avec des animaux qui sont pas humains, oui. Si on le fait seulement avec certaines espèces, oui. Est-ce que ça pose un souci? Là, il va falloir en parler beaucoup plus longtemps, parce que du coup, quelles sont les conséquences que ça crée au niveau conceptuel sur la représentation des individus? Et du coup, est-ce que ça expose d'autres individus à des souffrances? Là, j'ai pas la réponse. Et de toute manière, ma conférence est portée sur la logique et pas tellement sur mes préférences morales. Du coup, je botte en touche. Sinon, pour reprendre du coup la logique, si on pousse le spécisme au maximum, est-ce que le spécisme, ça se limite donc aux espèces animales ou on peut aller jusqu'aux espèces végétales? Donc du coup, là, on tombe un petit peu dans le biocentrisme quelque part. Mais donc, qu'est-ce qui justifie, si on ne prend pas le scientisme comme justification, l'arrêt aux espèces animales en considération? Alors, là aussi, en fait, on est sur un problème qui est sémantique, c'est-à-dire que c'est la manière dont le terme il est construit qui laisse entendre le critère, mais si on rentre vraiment dans le détail, on parle bien d'être sentient. C'est-à-dire que tu peux pas spéciser des individus qui sont pas sentients, au même titre que c'est difficile de sexiser des individus qui ne sont pas sentients, en fait. Genre, on va pas estimer que le féminisme, par exemple, ça inclut, d'ailleurs, je dis les êtres, mais en fait, on pourrait parler de n'importe quel objet. Le féminisme n'inclut pas l'égalité de considération des intérêts de tout ce qui ne fait pas partie de l'oppression patriarcale. Genre, typiquement, une tulipe. Est-ce que, du coup, elle subit le sexisme? Et je pense que non, parce qu'elle n'est pas sentiente. Et donc, c'est seulement les êtres sentients qui sont concernés, mais c'est implicite. Et c'est là qu'il faut avoir une approche qui est un peu plus politique sur le spécisme, c'est que on n'est pas seulement en train de parler d'un fait et de logique, mais en réalité de conséquences sociales, d'une structure institutionnalisée, de culture, de croyance, et ça va beaucoup plus loin que juste ce que j'ai présenté aujourd'hui, qui s'intéressait seulement à la valeur logique. Là, aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, c'est pas logique. Maintenant, si on étudie le spécisme autrement et qu'on regarde de quoi il est constitué, comment il est construit, comment il existe dans la société, ça va beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est de percevoir les autres animaux sentients comme des individus spécisés, c'est-à-dire dont les intérêts sont minimisés de manière systémique du fait de leur espèce. Donc, il n'y a pas de spécisme envers les végétaux, parce que en fait, ça s'inscrit dans une lutte politique. Merci. Déjà, l'antispécisme, est-ce qu'il présuppose d'être utilitariste, c'est-à-dire de vouloir maximiser le bien commun, enfin les expériences positives communes? Et du coup, ma proposition pour essayer de justifier le spécisme, c'est si je me place vraiment en tant qu'égoïste, donc pour maximiser mon plaisir personnel, j'ai a priori intérêt à exploiter certaines espèces plus que d'autres. Merci.
Alors du coup, non, l'antispécisme c'est pas une proposition. Du coup, il n'y a pas de. En fait, tu peux complètement être antispéciste sans parler de morale. Genre juste, je rejette parce que ça n'est pas logique. Bon, en réalité, il y a une petite subtilité, c'est que malgré tout, c'est un principe moral. Il faut accorder, moral. En tout cas, c'est un principe qui ne se place pas en dehors des valeurs, puisqu'en fait, il faut accorder de la valeur à la logique et se dire, ok, c'est préférable de penser d'une manière logique pour se dire, du coup, ça a une importance d'étudier la validité du spécimen ou pas. En gros, la démarche qui vise à regarder si le spécisme il est valide ou pas, c'est déjà une démarche morale en fait. Comme n'importe quoi en recherche, en sciences, en sociologie. La sociologie c'est une science, mais ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où on étudie un phénomène, c'est parce qu'on estime que c'est pertinent d'étudier ce phénomène. La logique se suffit pas en elle-même, c'est descriptif, mais c'est nous qui avons décidé de décrire cette chose. Et ça, c'est une préférence. Du coup, l'antispécisme, en soi, il est pas connecté à la morale. Le fait de l'étudier, c'est connecté à la morale. Et derrière, on peut avoir une volonté morale qui va justifier nos positions antispécistes. Genre, j'estime que c'est préférable, que ça entraîne de meilleures conséquences d'avoir des pensées logiques. Ou alors, j'estime que c'est préférable de ne pas nuire aux intérêts des individus sur le critère d'espèce. Ou que, voilà. Genre, j'estime que c'est indésirable le fait de prendre le critère d'espèce. Ça, effectivement, c'est une position morale. Il faut vraiment dissocier la logique de la morale, même si la logique a encore des motivations morales. Et que la morale répond à la logique. Par rapport à l'utilitarisme. On va retrouver beaucoup d'utilitaristes, effectivement, chez les animalistes et chez les personnes qui sont scientistes, etc. Je pense que c'est, mais peut-être que je me plante, parce que à partir du moment où on a qu'on accorde de la valeur à la souffrance ou au plaisir, et bien du coup il y a une espèce de maximalisme qui se met en place, conséquentialiste, et donc forcément utilitariste. On va estimer qu'il faut maximiser soit la minimisation des souffrances, soit le plaisir, soit les deux, pourquoi pas, hein, il y a plein de formes d'utilitarisme, chacun ses goûts. Du coup effectivement, à partir du moment où on fait sauter le critère d'espèce, bon bah du coup on va maximiser avec un autre critère. Le dernier truc que tu as dit, c'était ta proposition. Est-ce que... Voilà, c'est ça. C'est pas une démonstration. Ça ne montre pas la validité. La seule validité qu'on a, c'est celle qui montre que oui, effectivement, il y a une cohérence dans ta position. C'est-à-dire que tu as décidé que c'était ton plaisir qui comptait et pour ton plaisir, ça te va d'adopter ta position. Mais ça ne dit pas que cette position en elle-même, elle est valide. En gros, tu as démontré la raison pour laquelle, la validité de pourquoi tu optes pour le spécimen, mais tu n'as pas démontré la validité du spécimen lui-même. En fait, si je fais un parallèle, ça va être beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus confortable pour moi d'opprimer telle population sur un critère arbitraire. Est-ce que c'est pour ça que le critère arbitraire, il est moins? Est-ce que le fait que je tire un confort, ça permet de justifier que le traitement, je peux l'indexer sur autre chose que ce qui est impliqué dans le traitement? S'il y a une manière de discriminer qui est pertinente, c'est sur le critère qui est inclus dans cette discrimination. Par exemple, je vais vraiment aller au bout de la provocation. J'estime que c'est pertinent de discriminer sur les capacités intellectuelles dans certains cas. Par exemple, quand je fais de la pédagogie. Si je parle à des personnes qui ont moins de facultés de compréhension que d'autres, c'est logique que je m'adapte de manière à ce qu'elles comprennent ce que je dis. Et c'est pas pour autant que c'est validiste. Ce qui serait validiste, ce qui serait capacitiste, c'est de prendre ce critère-là pour opprimer, donc pour ne pas servir les intérêts de la personne. Alors là, du coup, je sers ses intérêts. Je prends ce critère pour adapter, pour justement créer de l'égalité de considération des intérêts. Et ce qui serait problématique, en tout cas, ce qui serait pas logique, c'est de prendre ce critère de capacité réflexive pour complètement autre chose. Genre par exemple, ah ben non, désolé, tu seras pas dans mon équipe de foot. Parce que ça n'a aucun rapport, les capacités intellectuelles de la personne, avec sa manière de jouer au foot. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Mais on va partir de ce présupposé, quoi. En gros, le critère de capacité intellectuelle n'a rien à voir avec l'objet sur lequel je discrimine. Ce qui est pertinent, c'est que l'objet sur lequel je discrimine ait un rapport avec le critère. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes ta réponse à l'écart sur l'animal-machine et qu'en fait, du coup, l'homme a une conscience alors que les animaux n'ont pas et du coup, ça sert à rien d'en prendre soin.
Toi, t'as décidé qu'on restait à HKTR. En fait, s'il avait raison, si effectivement les animaux étaient juste des machines qui du coup sont dénuées de sentience, il n'y aurait effectivement aucune raison de les intégrer dans notre cercle de considération morale. Parce que la question, c'est pas est-ce que c'est des animaux, c'est pas une question réaliste, c'est pas une question à quel endroit tu te places dans la taxonomie. La question, c'est qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens des choses qui sont problématiques? Est-ce que tu ressens des choses qui sont bénéfiques pour toi? Et c'est ça qui permet d'être éligible à l'inclusion dans le cercle de considération morale. Donc, j'ai envie de dire, oui, effectivement, il n'y a aucun intérêt, Descartes a raison là-dessus, il n'y a aucun intérêt à accorder un statut moral à des individus qui ne sont pas sentients. Mais là, en fait, on a un problème au niveau des prémices. C'est que les animaux dont il parle sont sentients. Donc, Descartes, il s'est peut-être exprimé depuis sa position, avec du coup, une position sentientiste, hein, finalement, si on regarde ce qu'il a dit, c'est on ne s'intéresse qu'aux individus qui sont capables d'éprouver des émotions. En tout cas, si c'est ça qu'il a dit. Je vais quand même pas trop m'avancer. Mais si ce qu'il est en train de dire, c'est que les animaux ne ressentent rien, et ben, de toute façon, ça prouvait qu'il y avait tort. Et je suis curieux. Est-ce qu'il y a des gens, ici, qui pensent adhérer à l'idéologie spéciste? Est-ce que... Je suis désolé, hein. Est-ce que tu veux le micro? Oui, ok. Est-ce que vous pouvez lui faire passer, je pense? Merci. Après, ça dépend ce que vous entendez par spéciste. Enfin, si j'ai bien compris, pour vous, même l'exploitation, c'est-à-dire, par exemple, pour les chevaux, labourer le champ, vous avez pris l'exemple, pour vous, c'est être spéciste et c'est une exploitation? Si c'est juste... en fait, s'il y a des espèces que tu exclus, c'est spéciste. Si tu estimes que on peut exploiter on peut exploitacifier les chevaux, mais aussi les grenouilles, les humains, etc. Si, genre, pour toi, on peut exploiter n'importe quel être sentient, c'est pas du spécisme. Si tu estimes que certaines espèces, on peut les exploiter, alors oui, c'est du spécisme. En gros, tu prends le critère d'espèce pour décider de comment tu vas les traiter, indépendamment des conséquences qu'il y a sur eux. Mais justement, moi, je me pose plutôt dans le cas où je pense qu'il y a vous parlez des intérêts, justement, et vous avez pris l'exemple... Enfin, tu as pris l'exemple... Ouais, merci, je suis pas plusieurs. Ouais. Tu as pris l'exemple par rapport aux capacités intellectuelles. Enfin, j'ai saisi l'exemple, bon, je vais pas le réexpliquer forcément, mais j'ai saisi l'exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une réciprocité des intérêts, justement. Je reprends l'exemple des chevaux. Par exemple, pour labourer le champ. Parce que, là, je fais une digression, parce que tout à l'heure, vous aviez dit aussi, tu as dit tout à l'heure que, justement, le rapport, pour un antispéciste, les rapports qui s'établissent entre les animaux et les êtres humains, on les laisse dans leur coin et on prend soin d'eux au meilleur des cas. C'est ce que tu as dit? Je fais pas de prescription, je dis juste, c'est possible. Oui. C'est-à-dire que nos rapports n'ont pas à nécessairement être dans la domination. Il peut y avoir d'autres choses. Du coup, ok. C'est un peu ça, on prend soin, on les laisse dans leur coin, c'est ça. Par exemple, ça serait une possibilité. Mais justement, quand je parle de cette réciprocité des intérêts, c'est est-ce que, par exemple, le cultivateur qui demande à ses chevaux de labourer le champ, moi je parle très terre à terre, mais est-ce que justement il va pas y avoir enfin, il va prendre soin justement de ces animaux d'une certaine manière? Et justement, parce que si on reprend les cadres familiaux qui sont à l'œuvre dans les sociétés humaines comme dans les sociétés animales, enfin, l'homme est un animal, bon, bref. Je veux dire, justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce rapport d'enfant à parent, et que justement, dans cette réciprocité d'intérêt, est-ce que justement les animaux, leur projet, justement, c'est pas justement de servir l'homme, justement? Est-ce que c'est quoi ta définition du consentement? C'est-à-dire? Ouais. Je sais pas si c'est la question que j'aurais posée dans ce sens ou dans l'autre. Est-ce que tu penses que c'est important de respecter le consentement des individus? Oui. Pourquoi?
Parce que si une personne n'est pas d'accord, je vois pas pourquoi j'aurais des droits sur sa décision qu'il n'a pas donnée. Est-ce que c'est parce que ça pourrait entraîner des conséquences négatives en termes d'expérience et donc genre d'expérience subjective, c'est-à-dire est-ce que si tu respectes pas le consentement de quelqu'un, ça peut entraîner des souffrances? Oui, pour la personne, oui. Bon, déjà, c'est une logique scientiste, dans la même équipe. Et puis, du coup, t'estimes donc que c'est important que les individus puissent consentir à ce qu'ils vont vivre. Oui. Comment tu fais pour obtenir le consentement d'un cheval sur son exploitation? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, après, je suis pas scientifique et je suis pas à jour sur les dernières avancées scientifiques, mais jusqu'à preuve du contraire, je crois pas que les chevaux ont eu la parole et puissent parler pour dire justement qu'ils ne veulent pas ou qu'ils veulent. Mais je suis plutôt dans une logique utilitariste, parce que si on prend peut-être une vision un peu marxiste de la chose, justement, dans la société humaine, on travaille, on a tous un petit peu cette lourdeur du travail, on doit tous accomplir une tâche pour la communauté. Et justement, je pensais que les animaux s'inscrivent, notamment, on prend l'exemple du cheval, mais s'inscrivent dans cette communauté, et justement, lui aussi remplit sa part du contrat. Après, moi, je me pose là comme spéciste, surtout dans le côté utilitariste des animaux, où ils peuvent compenser ce que l'homme... par exemple, dans le cas de labourer les champs, c'est pour éviter à l'homme, justement, d'avoir ce travail fastidieux qui est de labourer. Mais peut-être que oui, je fais une différence entre l'animal qu'on envoie à l'abattoir et qu'on tue. Je sais pas si c'est correct. Est-ce que tu considères que les patrons prennent soin de leurs employés, que genre ils leur font une faveur en les employant, en leur donnant du travail, que c'est un échange réciproque? Ça dépend dans quelle considération on se trouve, parce que ça dépend de quel patron on parle, de quel employé on parle. Non? Si, mais du coup, je m'attendais pas à cette réponse, du coup, je vais essayer de passer par autre chose. En fait, il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets qui sont impliqués dans cette réflexion qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses à aborder pour vraiment répondre de manière exhaustive. Est-ce que tu estimes que des enfants qui sont pas capables d'exprimer leur consentement, puisqu'ils n'ont pas la parole, enfin des enfants en bas âge, on peut estimer que du coup, ils doivent remplir ils doivent remplir leur contrat et participer à la société. On peut leur imposer notre volonté sous prétexte que, du coup, comme ça, ils peuvent participer, quoi. On va te nourrir, mais en échange, mon petit gars, tu nous dois de nous aimer. Oui, mais justement, si j'entends derrière moi travailler à la ligne, et justement pour ce cas-là, justement, on est des là. C'était mieux. De quoi? Non, c'était mieux qu'en échange tu vas nous aimer. Le truc de base des parents, non, c'est bien travailler à la mine. Non, justement, on a eu des avancées sur ça dans l'histoire qui nous ont montré ça, et justement, je pense que l'antispécisme et le spécisme ont des avancées à apporter, mais je suis pas catégorique sur le point de dire que justement, vous prenez l'exemple, enfin tu prends l'exemple des enfants. Je veux dire, pour les chevaux, toujours pour rester sur cet exemple-là, on va pas demander à un poulain de pousser la charrue. C'est peut-être bête de dire de cette façon, mais je veux dire, on ne demande pas à un enfant non plus de travailler. On sait qu'aujourd'hui, il y a des considérations. Je veux dire, si on se pose dans une considération presque équivalente entre animal et humain, il y a un cap chez les animaux où on peut les considérer adultes, et il y a un cas où on peut les considérer enfants. Est-ce que cette considération-là, on ne peut pas l'avoir pareil chez les hommes, puis chez les animaux? Du coup, c'est plus du spécisme. Si tu traites tous les individus de la même manière, c'est pas du spécisme. Ça veut pas dire que si tu les traites injustement de la même manière, c'est spéciste. En gros, là, tu es en train de parler de welfarisme, ce dont je parlais au début de la conférence. En gros, tu es en train de se demander à quel point est-ce que, effectivement, on peut négliger les intérêts. Est-ce que négliger les intérêts, ça permet pas
pardon, non, c'est mal dit. Est-ce que le fait d'imposer certaines choses à des individus, ça permet pas de maximiser leur bonheur et minimiser leur souffrance? Il me semble que c'est ça que tu es en train de dire. C'est, si on exploite le cheval, et ben du coup, il a accès à des soins, il a accès à un endroit à l'abri des prédateurs, qui est peut-être chauffé, il aura accès à de la bouffe, etc. C'est ça que tu es en train de dire. Il y a un échange, genre, tu fais ça, et du coup, moi, je prends soin de toi. C'est ça? Du coup, on peut parfaitement faire ça avec des enfants aussi. Dans le sens où, si on estime que c'est désirable, que... Mais pourquoi penser on peut faire ça avec les enfants? Bah, si t'estimes que ce qui compte, c'est les conséquences positives sur l'individu, c'est-à-dire, on lui prend quelque chose, on estime qu'il nous doit quelque chose parce qu'on lui donne quelque chose alors qu'il n'y a pas consenti, bah, du coup, ça marche aussi avec les enfants. Mais est-ce que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on voit que cette logique s'applique? J'ai pas l'impression. Peu importe. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est des considérations qui sont un peu hors somme, qui sont vraiment abstraites. C'est une expérience de pensée. Oui, j'ai compris, mais c'est abstrait. C'est pas un problème. Ah, bon, En fait, d'accord. quand on étudie la validité d'une idée, on n'a pas besoin de se projeter. Typiquement, est-ce que c'est désirable de décapiter des extraterrestres? C'est hors sol comme question. Mais en fait, on peut y répondre quand même. Puisque ce qui fait qu'on estime que quelque chose est désirable ou non, je dis on, mais genre, je vais parler de moi, comment est-ce que j'étudie cette question. Est-ce que si demain il y a des extraterrestres qui débarquent, j'estime que c'est acceptable de leur couper la tête ou pas? Si c'est des extraterrestres qui sont sentients, et que leur couper la tête, ça les fait souffrir ou ça les prive de bonheur potentiel, etc., enfin, ça va avoir un impact sur leur expérience subjective, alors j'estime que c'est indésirable. Et j'ai pas besoin d'avoir un extraterrestre en face de moi qui arrive et que ça soit concret pour avoir cette pensée-là. Les expériences de pensée, c'est exactement la même chose que quand tu fais une expérience genre dans n'importe quel autre domaine, notamment en sciences, où tu sors quelque chose de son contexte, de son environnement, et tu vas l'étudier indépendamment pour évaluer les paramètres, les différents paramètres, de manière à savoir de quoi est fait le réel. Genre, je vais regarder ça, puis je vais regarder ça, puis je vais regarder ça, et du coup, c'est parce que je saurai chaque chose, ce qu'elle fait, quelles conséquences il y a avec tel traitement dans tel environnement, que je sais à quoi telle chose est due. Et là, c'est exactement la même chose. C'est, je crée un espace fictif, théorique, dans lequel je vais tester des choses. Et c'est ça qui me permet de savoir, du coup, si ce que je pense à côté est valide ou pas. J'ai pas besoin d'avoir de tester concrètement les choses. Tu vois, on est en train de parler de welfarisme, on le fait de manière théorique. On n'est pas en train de prendre un cheval et de regarder vraiment ce que ça fait de le faire traîner. Mais est-ce qu'appliquer ça au réel, enfin recalquer ça sur le réel, c'est pas un peu dogmatique comme façon de penser? Si tu penses que c'est dogmatique, ça peut en faire la démonstration. D'accord. Non, mais Non, mais non, juste pour finir, peut-être c'est peut-être encore trop terre à terre, mais je veux dire, en plus tu l'as bien dit à un moment donné, tu as dit si justement dès demain on demandait à des gens d'arrêter leur exploitation sur d'autres, peut-être qu'il y a des pays qui mourraient de faim, et c'est très vrai, et c'est peut-être vrai, parce que justement je prends l'exemple de la Sierra Leone, je veux dire, là-bas il n'y a rien qui pousse. L'élevage de chèvres représente 100% de l'alimentation. Comment on fait concrètement peut-être que ça, c'est leur sujet aussi parce que ça prend d'autres considérations. Ça prend... c'est des sujets qui peut-être rentrent pas dans la considération. En fait, le truc, c'est qu'on prend l'antispécisme. Là, on n'est pas en train de parler de la validité de du spécisme. On est en train de regarder d'autres conséquences autour par rapport à des traitements spécifiques et ça. Et en fait, ça nous dit toujours rien de est-ce que le critère d'espèce, il est connecté de manière logique au traitement. On est juste en train de dire que oui, mais si on... Ça peut pas être une expérience de pensée dans ce cas-là, pour cet exemple-là. C'est une expérience de pensée, seulement elle ne permet pas de tester le paramètre dont on parle. Le paramètre, c'est l'inférence logique qu'il y a entre le critère d'espèce et le traitement. Ce que toi, tu es en train de tester, là, c'est est-ce qu'il y aurait des conséquences négatives au fait de faire autrement. Tu n'es pas en train de dire, d'un point de vue logique, en fait, il y a il existe un rapport entre le traitement et l'espèce. Oui, je sais. Et merci à tout le monde d'être resté, parce que du coup, je pense que c'est pas du tout prévu que ça dure aussi longtemps. J'espère que ça veut dire que ça vous intéresse. Je vous donne quelques ressources si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Alors,
Déjà le site sentience.pm, qui a été créé par le projet Méduse. C'est un site qui vous permet de comprendre ce que c'est la sentience, et de comprendre ce que c'est le sentientisme. Ça vous dit pas qu'il faut l'être ou qu'il faut pas l'être, c'est juste un site d'information. Vous avez les ressources derrière, avec différents niveaux pour aller plus loin, c'est-à-dire genre vraiment les bases, ce qu'en disent les philosophes, les écrits qui ont été faits dessus, et carrément des études scientifiques sur la sentience des animaux, quoi. Ensuite, vegan pratique, ça c'est si jamais, mais du coup peut-être vous allez en parler derrière, vegan pratique. Je peux. Eh ben, je te laisse faire, du coup j'en parle pas. Question animaliste, c'est le site de Florence Delry, parce que vous connaissez Florence Delry. C'est une illustratrice scientifique et qui notamment travaille sur l'antispécisme, le sentientisme, et donc qui fait de la vulgarisation, qui fait aussi de la vulgarisation dans le domaine de l'esprit critique. Si vous avez des questions, globalement vous allez trouver des réponses là-dedans. Elle fait des fiches qui sont très bien faites, qui sont assez courtes, et donc il y a vraiment de quoi se remplir le cerveau. L'amorce, c'est pour aller encore plus loin, c'est une revue contre le spécisme, donc qui va traiter d'antispécisme, de spécisme, etc. Il y a plein de choses intéressantes dedans. N'hésitez pas à aller regarder si vous êtes un peu curieuse. Et au niveau des vidéos, il y a Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast, alors je dis que c'est une vidéo, enfin c'est un podcast, qui est vachement cool, où en fait, du coup, il y a régulièrement des personnes qui font de la recherche dans le domaine, hein, tout ce qui tourne autour du spécisme, de la sentience, et du coup c'est vachement intéressant, c'est très apaisé, c'est très cool, c'est un format qui est absolument génial, ça s'écoute comme un bonbon. Mangayo, je pense que ces vidéos sont super pour comprendre très rapidement les différents trucs que moi j'ai expliqués de manière très laborieuse. Notamment, il parle de quels critères pour discriminer, et tout ce dont j'ai parlé là, il en parle de manière très limpide, très construite. Je vous invite vraiment à les regarder. Voilà, je vous remercie. Si jamais vous êtes vegan, n'oubliez pas de prendre votre B12, c'est important. Je vous remercie, mais alors de ouf pour votre ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Merci. Et je remercie bien sûr les personnes qui ont rendu tout ça possible, donc avec Kylian, et One Voice, et 214, et Résistance Animale, et puis il y aura bien sûr. Et puis je crois que j'ai cité tout le monde, que j'ai fini, et donc je rends le micro. Merci.